Rencontre au Burkina entre autorités et proches des victimes de l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés. Dimanche dernier, il était question de la gestion post-attaque. Au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a visité le quartier général de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, à Tombouctou, cible d'une attaque par des hommes armés ce lundi. Enfin, en Grèce, les pompiers tentaient ce mardi pour la 3e journée consécutive de maîtriser 3 grands fronts de feu dans le pays. Le fort vent complique leur tâche. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour. Les représentants du gouvernement burkinabé ont rencontré des proches des victimes de l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans le centre de Ouagadougou qui a fait 18 morts dimanche soir. L'heure est au bilan, mais aussi à l'entente entre gouvernants et parents de victimes pour que la gestion post-attentat se passe au mieux. Suivons un extrait de propos. Le bilan, au moment où je parle, se présente comme suit. Nous avons eu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, 18 morts, et comme blessés aussi, nous avons eu 18 blessés, dont 4 gendarmes et 1 policier. 29 otages ont été libérés. Immédiatement, la nuit du dimanche, pendant qu'on envoyait l'évacuer les blessés à l'hôpital, nous avons demandé appeler le directeur général de l'hôpital Yalanou, qui est là, M. Sangaré. Nous lui avons donné des instructions très fermes de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les blessés qui arrivent, quelle que soit la gravité de la blessure, qu'ils soient pris en charge immédiatement, sans aucune forme de procès. Il y en a qui ont exprimé le besoin d'enlever le corps de leurs parents. Ça aussi, il n'y aura aucun obstacle à cela. Ils pourront le faire avec l'aide, en tout cas, de l'administration. Nous sommes satisfaits parce que le gouvernement est à pied d'œuvre depuis que les événements se sont produits pour satisfaire les parents des victimes. Et là, ils viennent de nous dire que dès demain, fort probable, dès demain dans l'après-midi, les hommes peuvent rentrer en possession des corps. Bon, nous attendons du gouvernement que toutes les procédures finissent, qu'on puisse accéder à tous les corps, comme ils l'ont dit, pour procéder en tout cas à l'élimination de nos proches. Rencontre du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité dans le Sahel. Touché ce lundi par plusieurs attaques contre des camps de l'ONU, le Mali a réclamé une aide matérielle et financière pour contribuer à la création par 5 pays du Sahel d'une force militaire conjointe. Au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a visité le quartier général de la mission de l'ONU, MINUSMA. Reportage. Les attaques perpétrées dimanche et lundi au Burkina Faso et au Mali démontrent de l'importance et de l'urgence de créer une force conjointe entre pays du Sahel, ce qui ne saurait se faire sans l'appui de la communauté internationale. Cette réalité, le Conseil de sécurité de l'ONU en a bien conscience. Le budget annuel de cette force de 5000 hommes est estimé à 423 millions d'euros. À ce jour, seulement 108 millions sont assurés. Alors que le chef de la MINUSMA appelle à une plus grande collaboration avec les populations, le Premier ministre qui s'est rendu sur les lieux s'est rendu compte du défi que représente le terrorisme. Au-delà de ce qui s'est passé, ce qui est important, c'est que vraiment les frères et sœurs maliens doivent vraiment coopérer avec les FAMA, doivent coopérer avec leurs frères de la MINUSMA pour qu'on puisse débusquer cela. Ils ne servent pas le Mali, ils ne servent aucune cause, c'est des barbares et c'est des gens vraiment à combattre et il faut que la population s'élève pour nous aider à le combattre. Pour exprimer la solidarité de l'ensemble du gouvernement à l'endroit de la MINUSMA, à l'endroit des familles des victimes. La visite des lieux a permis de faire un constat amer. C'était un assaut bien planifié et qui exprime la folie humaine, je dirais une folie meurtrière
C'est un acte odieux. Pour plus efficacement combattre les djihadistes, les 5 pays du G5 Sahel ont comme besoin immédiat l'équipement pour les bataillons, un réseau de communication pour relier les unités aux états-majors et une aide pour l'évaluation médicale d'urgence. Il est prévu le déploiement de premières unités en octobre et l'opérationnalisation de tous les bataillons en mars, avec une priorité accordée aux opérations militaires transfrontalières. Attentat suicide au Nigeria où 3 femmes kamikazes se sont faites exploser ce mardi dans une ville à 25 km de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Bilan, 28 morts et plus de 80 blessés selon des sources locales. Ibrahim Liman, l'un des chefs des milices civiles engagés dans le combat contre les djihadistes, a confirmé le triple attentat, ajoutant que plus de 80 blessés ont été conduits à l'hôpital de Maïdougouri, grande ville du nord-est du Nigeria. Des sources à l'intérieur de l'hôpital ont fait part d'un grand nombre de personnes qui sont arrivées mardi en fin de journée. Mandarari se trouve dans le district de Konduga, à quelques kilomètres de la capitale de l'état de Borno, district qui a été la cible récente de nombreuses attaques du groupe djihadiste Boko Haram. Plus de 300 personnes ont été tuées en Sierra Leone, selon un bilan qui risque de s'alourdir dans ce qui pourrait être la pire catastrophe naturelle à avoir frappé l'Afrique ces 20 dernières années. Lundi, la pluie a provoqué des torrents de boue, des inondations et l'effondrement d'un pan entier de collines dans la commune de Regent, dans la banlieue de Freetown. Le président a appelé à l'aide. Des centaines de morts, des milliers de sans-abri, une catastrophe sans précédent dans un pays qui se remet à peine de l'épidémie d'Ebola et qui garde encore les séquelles de la guerre civile. Nous sommes débordés et le pays a un besoin urgent d'aide, a déclaré ce mardi le président du pays, Ernest Bai Koroma, qui a fait le déplacement jusque sur le site le plus touché dans le quartier du Régent, dans la banlieue de Freetown. Selon un bilan encore provisoire et qui risque de s'alourdir, au moins 312 personnes ont été tuées et plus de 2000 personnes se retrouvent sans abri. Notre nation est une nouvelle fois saisie par la douleur du deuil. C'est par ces mots que le président sierra-léonais avait déjà appelé à l'unité lundi soir. Le chef de l'État a également annoncé l'ouverture d'un centre de réponse d'urgence dans le quartier du Régent, dans la banlieue de Freetown. Situé à l'est de la capitale sierra-léonaise, c'est la zone qui a été la plus touchée. Ernest Bai Koroma a également remercié les militaires, la police et les volontaires de la Croix-Rouge déployés depuis l'aube de lundi pour tenter de secourir les victimes. Le premier objectif est désormais de recenser les sinistrés et de compter et identifier les disparus. Tout est allé très vite lundi matin à Régent. Il était aux environs de 4 heures locales quand des torrents de boue ont provoqué des glissements de terrain qui ont emporté des quartiers entiers. La plupart des victimes ont été surprises dans leur sommeil. Très vite, les hôpitaux ont été submergés. Sur place, les opérations de secours se sont poursuivies lundi et tout au long de la journée, elles ont continué mardi, tant bien que mal. Cette édition suit son cours en Afrique du Sud. L'épouse de Robert Mugabe, le président zimbabwéen, est accusée par 2 femmes de les avoir agressées dimanche soir dans un hôtel de Johannesburg. Les autorités sud-africaines, qui avaient dans un premier temps affirmé que Grace Mugabe s'était présentée d'elle-même aux autorités ce mardi matin, ont fait machine arrière. L'épouse de Robert Mugabe ne se serait en fait jamais présentée à la police. Elle devait comparaître devant un juge ce mardi après-midi. La police sud-africaine a dit ignorer où se trouvait la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, soupçonnée d'agression à Johannesburg. Elle contredit ainsi les informations selon lesquelles l'épouse du président Robert Mugabe s'était présentée à la police. Nous ne savons pas pour l'heure où elle se trouve. Les négociations pour que le suspect se rende n'ont pas abouti, a déclaré à l'agence France-Presse le porte-parole de la police. La Russie soutient les efforts de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, pour trouver un accord avec son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'entente nationale. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie russe en recevant ce lundi le maréchal Haftar à Moscou. Les images. La situation en Libye reste compliquée. La menace terroriste n'a pas été vaincue.
Le maréchal libyen, chef d'une force autoproclamée, l'armée nationale libyenne, s'est dit assuré que la Russie restera son ami proche et ne refusera pas de l'aider, selon l'agence de presse Interface. Il a également appelé Moscou à jouer un rôle dans les discussions entre Libyens. Nous serions très heureux si la Russie pouvait aider en quoi que ce soit à ce sujet, a-t-il déclaré. Fin juillet, Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj se sont mis d'accord sur une déclaration en 10 points dans laquelle ils s'engagent notamment à un cessez-le-feu et à organiser des élections le plus rapidement possible lors d'une rencontre en région parisienne sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Revenu de 20 ans d'exil en 2011 au moment de la révolution libyenne, le maréchal Haftar est soupçonné par ses détracteurs de vouloir prendre le pouvoir en Libye et de n'avoir aucune intention de se soumettre au pouvoir civil. Fayez el-Sarraj, installé depuis mars 2016 à Tripoli, à la suite d'un accord sous l'égide de l'ONU, peine à asseoir l'autorité de son gouvernement, alors que le pays, riche en pétrole, a sombré dans le chaos depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Je l'annonçais en titre, les pompiers grecs tentaient ce mardi pour la 3e journée consécutive de maîtriser 3 grands fronts de feu dans le pays. De forts vents compliquent leur tâche, c'est ce qu'ont indiqué leurs services. Reportage. Dans l'immédiat, aucune zone habitée n'était menacée par ces feux brûlant sur la côte balnéaire à une 50aine de kilomètres à l'est d'Athènes. La lutte est toutefois rude pour les forces déployées au vu de la multiplication des foyers depuis la fin de la semaine dernière et la puissance des vents soufflant de 40 à 50 km/h sur les zones touchées, a précisé le responsable des pompiers. Sur le feu dans la région d'Athènes, qui avait démarré dimanche, près de la localité de Kalamos, l'armée a été appelée en renfort avec 100 soldats déployés dans la matinée pour assister les 240 pompiers et les volontaires mobilisés. 3 avions et 4 hélicoptères opéraient aussi contre les flammes dont la fumée obscurcissait dans la matinée le ciel de la capitale où l'odeur de brûlé était perceptible. De nombreux habitants de la zone ont quitté les lieux en raison de l'atmosphère étouffante. Au moins 5 habitations avaient été détruites lundi dans cet incendie selon les autorités locales. Entre dimanche et lundi, 91 départs de feu ont été recensés sur tout le pays après une période relativement clémente en matière d'incendies estivaux, plaie traditionnelle en Grèce, en raison des températures élevées et des vents forts. Comme de coutume, les flammes attisaient une controverse entre l'opposition et le gouvernement, accusé d'incurie. L'incendie le plus dévastateur pour la Grèce était survenu en 2007 dans le Péloponnèse et sur l'île d'Evia. 77 personnes étaient mortes et 250 000 hectares avaient été ravagés par les flammes. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.